Bien, bonjour à vous. Merci à vous de vous être rendu disponible pour cette nouvelle formule des apéros libérateurs en ligne. Quelques mots, ils ont pour vocation à réunir les acteurs du changement, un brin idéaliste qui parfois se sentent un peu seuls et qui ont besoin de venir se ressourcer et de se co-développer. La phrase qui nous réunit depuis 4 ans ou 5 ans déjà, c'est la phrase de Margaret Mead. Souvenez-vous qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde. C'est même la seule chose qui se soit toujours produite. Voilà, un grand merci à toute l'équipe avec laquelle nous allons encore une fois organiser cet événement et qui aide à l'ajuster au plus près de ce que nous vivons dans nos contextes. Chloé, Sophie, Yves, Nathalie et encore bien d'autres qui ont participé depuis la création de ces événements. Notre témoin et invité du jour, c'est Lidvine Vaillant. Merci Lidvine d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Euh, Ce que j'aime particulièrement, c'est le premier aspect, c'est son intention et son ouverture de faire un Reinventing Organization dans la santé. Le deuxième aspect, c'est son attachement à aller dans le concret, dans le pratico-pratique. Et puis le troisième, c'est que ce sujet de la santé, il est pleinement d'actualité aujourd'hui pour deux raisons. Par rapport à la crise effectivement du Covid, mais également et surtout parce que une des clés majeures pour se réinventer aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement ce sont les espaces d'échange. Et moi, je suis convaincu, comme Pablo Servigne, que la clé pour co-construire le monde de demain, c'est pas d'attendre que la solution vienne d'une personne, hein, mais plutôt que de multiples collectifs s'auto-organisent pour aider à réinventer à partir du terrain les différents domaines. Voilà, eh bien Lidvine, je te laisse la parole pour nous présenter justement ce beau sujet. Eh ben, merci beaucoup Arnaud pour ton invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis Lidvine Vaillant et effectivement, je viens de publier un livre Réinventons le secteur de la santé. Ils l'ont fait découvrir leurs clés. C'est vrai que je me suis inspirée du livre de Frédéric Laloux. De là à lui ressembler, non, j'ai pas cette prétention. Voilà, mais j'ai voulu à travers ce livre en fait rencontrer justement des acteurs, savoir déjà, et puis ensuite rencontrer ceux qui innovent et ceux qui essayent d'organiser leur activité différemment pour redonner de l'initiative et de la responsabilité aux acteurs de terrain. Et j'ai été très agréablement surprise finalement d'en rencontrer beaucoup quand même. Et donc, dans ce livre, je fais la part belle à ceux qui, justement, transforment leur organisation ou en donnant plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Et c'est vrai que l'un des dénominateurs communs de toutes ces initiatives, il y en a presque une quinzaine dans le livre. Et ben, c'est vraiment le fait de créer, voire de recréer des espaces d'échange pour redonner de l'oxygène et redonner de l'énergie et aussi, bien sûr, de l'autonomie aux acteurs de terrain. Donc, je vous propose de voir à travers quelques exemples concrets comment autonomie et échange permettent justement de réinventer le secteur de la santé. Alors, le premier d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une slide vraiment pour poser un peu le contexte je dirais, du milieu de la santé, qui est un secteur quand même extrêmement contraint et complexe. Si on prend l'exemple de l'hôpital, c'est déjà une triple hiérarchie. Qui est plutôt dans un climat avec chacune qui est plutôt dans un climat, je dirais, de défiance les uns envers les autres, et déjà une direction générale assez omnipotente depuis la dernière loi de 2009, donc qui est dans une logique économique et financière, et ce plutôt au détriment de la direction médicale qui, elle, est dans une logique de soins, bien sûr, de ce qu'on appelle le cure, mais plutôt dans une logique technique de soins, donc prestige du plateau technique. Et la direction des soins, qui regroupe tous les cadres de santé, infirmières, aides-soignantes, est dans une logique centrée sur l'aide et l'accompagnement des patients, plus dans le care. Et donc,
cet environnement est caractérisé par beaucoup de bureaucratie, une organisation assez cloisonnée, bref, une initiative qui est quand même assez difficile à prendre finalement, et une autonomie encore plus difficile à trouver. Et dans ce contexte, c'est finalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le patient qui doit s'adapter aux contraintes de l'organisation, alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Et c'est clair que avant même la crise du Covid-19, on était déjà dans un contexte assez explosif, avec la suppression de 100 000 lits en 20 ans, ce qui est énorme parce que ça représente quand même 20% de la capacité totale du nombre de lits. Pour autant, le besoin en soins n'a pas diminué dans cette période, il a plutôt augmenté. Et donc, ça génère une perte de sens, une souffrance des soignants qu'on connaît tous. Et avec quelques chiffres caractérisés par le fait que 50%, la moitié des soignants sont touchés ou ont été touchés par le burn-out. C'est énorme. Et un absentéisme qui grimpe en flèche. Autre aspect très important, c'est que l'hôpital est régi avec la tarification à l'acte. Donc, en clair, pour gagner de l'argent, plus l'hôpital fait d'actes, plus il gagne de l'argent. Donc, ça pousse clairement à la productivité, certainement, mais aussi au productivisme et peut-être aussi à certains actes inutiles. Donc, on peut se dire, dans ce contexte, comment trouver de la liberté d'organisation, de l'autonomie, de la responsabilisation. Et pourtant, ça existe. Il y a quelques initiatives intéressantes. Et la première figure dont je voulais vous parler, c'est celle de Dominique Pont, qui est le directeur de la clinique Pasteur à Toulouse et qui adopte un management par la confiance et l'amour de ses collaborateurs. Il le dit lui-même, aimer et manager, c'est la même chose. Alors, la clinique Pasteur, c'est quand même 1100 salariés, avec une croissance régulière ces dernières années, 230 actionnaires, avec une particularité, c'est que ces actionnaires ne perçoivent pas de dividendes. Donc, la totalité des bénéfices est réinvestie dans l'outil de travail, dans la clinique et dans ses acteurs, et qui génère donc un chiffre d'affaires non négligeable de quand même 117 millions d'euros, avec une croissance aussi très, très impressionnante ces dernières années. Donc, en clair, c'est la première clinique privée de court séjour de secteur 1. Et on pourrait se dire, dans ce contexte, je dirais avec une réussite économique importante, on pourrait penser que l'humain n'a pas beaucoup sa place. Et en fait, c'est le contraire. Dominique Pont est une figure assez impressionnante parce qu'il développe un management participatif. Il fait lui-même des immersions régulières dans les services. Un jour, il va aller passer du temps avec un brancardier. Un autre jour, il va aller en cuisine. Un autre jour, il va aller faire la toilette avec une aide-soignante. Et il a mis en place une semaine du Vie Mon Job, où il incite justement chacun de ses collaborateurs à aller comprendre le travail de l'autre et comprendre ses problématiques en passant une journée avec l'un de ses collègues, pour découvrir son travail. Et voilà, donc on voit bien qu'il a une attention particulière à ses salariés et à ses, comme il les appelle, ses héros du quotidien. Et surtout, ce qui le motive et ce qui le caractérise, c'est qu'il incite chacun à utiliser son espace de liberté et d'autonomie pour innover. Il est frappé par le fait que des salariés puissent être très actifs et force de proposition et dans leur sphère privée, dans leurs engagements associatifs, et pour autant au travail, être plutôt passifs. Et donc, lui, il tient beaucoup à ce que ceux qui ont des idées puissent les exprimer, puissent les porter et les mener à bien. Et c'est comme ça qu'il a créé La Fabrique, qui est un lieu où les porteurs de projets peuvent se rendre, peuvent proposer des idées. Et il y a un comité ad hoc qui a été construit pour soutenir ces personnes dans la mesure où ces projets vont bien sûr dans le sens d'une amélioration de la prise en charge des patients et sont en cohérence avec les valeurs de la clinique. Ce comité aide ces porteurs de projets à mener à bien leur projet. Par exemple, donc, il y a eu un projet qui s'appelle Trop de bruit en réa, où des soignants ont imaginé un outil pour réduire la nuisance sonore en réanimation.
parce que on sait que c'est un lieu où il y a des tas de choses qui bipent dans tous les sens, et c'est important pour le patient de ne pas être envahi par ça. Et voilà. Un autre projet, un livret de communication non verbale en ambulatoire pour favoriser la communication avec des patients qui ne parlent pas forcément la même langue. Le mariage à l'hôpital, c'est un projet qui vient des cuisines. Et en fait, leur idée, c'est de dire, voilà, il y a des patients qui sont en fin de vie, qui doivent se marier à l'hôpital parce que ils veulent protéger leurs descendants. Et donc, ils ont créé un vrai repas de mariage un peu plus festif pour marquer le coup et voilà, amener un peu de fête et de paillettes à l'hôpital dans ce contexte. Et le dernier projet, il y en a beaucoup d'autres. Les cuisiniers aussi, en cuisine, ils ont mis en place un jardin potager sur les toits, quand même de 500 mètres carrés, pour produire leurs propres légumes et fruits au fil des saisons. Alors, donc ça, c'est une initiative dans le secteur privé. Et vous allez me dire, dans le secteur public, vu le contexte hospitalier qu'on vient de voir juste avant, qu'est-ce qu'il en est? Et bien justement, il y a aussi une figure intéressante à aborder et à mettre en avant, c'est celle du professeur Philippe Colomba, du CHU de Tours, qui, dans les années 90, a mis en place avec l'association de soins palliatifs la démarche participative, qui, à l'époque, leur souci, c'était déjà la souffrance des soignants. Et donc, c'était leur objectif, c'était de répondre à cette souffrance des soignants en optimisant la prise en charge des patients. Et petit à petit, c'est devenu un modèle obligatoire depuis 2004 pour la prise en charge des patients en soins palliatifs dans toute la France. Donc, ça correspond à, aujourd'hui, dans 152 unités de soins palliatifs et 426 équipes mobiles en France. Et ces équipes utilisent et mettent en place et pratiquent au quotidien cette démarche participative que je vais décrire juste après. Et en 2016, ils ont gagné le trophée ESSEC de la transformation managériale, qui est quand même une première pour un établissement hospitalier. Alors, cette démarche participative, elle s'articule autour de 5 piliers. Et le premier pilier, le plus important, c'est celui des staffs pluriprofessionnels pour élaborer un projet de soins personnalisé pour le patient, et avec une méthodologie assez originale et pour l'hôpital, je dirais, avec une prise de décision après 3 tours de table. C'est-à-dire que d'abord, l'aspect pluriprofessionnel est très important. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y a souvent des médecins se réunissent régulièrement autour de staff, mais c'est rare d'arriver à réunir à la fois la population médicale et la population soignante en même temps. Et donc là, il tient à ce que ces staffs soient vraiment pluriprofessionnels, que l'ensemble des parties prenantes soient présentes pour avoir des regards croisés autour de la prise en charge du patient. Et donc, ces 3 tours de table, comment ils se déroulent? Et bien, le premier tour de table, chacun exprime son ressenti, ce qu'il sait du patient, ce que le patient a pu lui exprimer. Et là, il y a un ordre de parole qui est très précis. Il insiste pour que les aides-soignantes et les infirmières s'expriment en premier, de façon à ce que les médecins ensuite puissent aussi s'inspirer et s'aider de cet apport, parce qu'on sait bien que si les médecins s'expriment d'abord, derrière, les infirmières et les aides-soignantes ont plus de mal à parler. Donc, premier tour où chacun exprime son ressenti avec un ordre de parole très strict. Deuxième tour, il y a une synthèse des propositions qui est faite. Et troisième tour, c'est la recherche d'un consensus qui est fait pour décider quel est le projet qu'on imagine pour ce patient. Et alors, ce consensus, il n'est pas toujours possible. Et donc, dans ce cas-là, si le médecin estime, parce que c'est quand même lui qui prend la responsabilité in fine, si le médecin estime qu'il ne peut pas suivre ce consensus, il explique, il a le devoir d'expliquer à ses collègues pourquoi il préfère prendre une autre option. Et c'est très important que les infirmières, les aides-soignantes puissent aient leur mot à dire, soient écoutées, se sentent respectées et ensuite comprennent le sens de la décision qui est prise.
Voilà. Ensuite, les autres piliers sont plus classiques, quoique, parce que les formations internes de l'ensemble de l'équipe, c'est souvent à l'hôpital, ce sont des formations aussi par corporation, quoi. Alors que là, le professeur Colomba tient, et cette démarche participative tient à ce que ces formations soient multiprofessionnelles, encore une fois, toutes catégories socio-professionnelles, et propres au service pour souder l'équipe et créer un sentiment d'appartenance fort. Et aussi favoriser la prise de parole de personnes qui, peut-être en grand groupe, osent moins parler. Le autre pilier, c'est la notion de soutien d'équipe. Donc, c'est l'organisation de staff de débriefing ponctuel en situation de crise avec l'aide d'une psychologue, si besoin est. Démarche projet, le mode voilà, démarche projet, c'est plus assez classique, donc c'est le fonctionnement en groupe projet pour élaborer des propositions. Et dernier pilier qu'il a créé un peu plus tard, mais qui lui a semblé indispensable, c'est de créer des espaces de parole, justement, pour les managers, et encore une fois, qu'ils soient médecins ou cadres, de façon à ce qu'ils puissent, je dirais, confronter leurs difficultés et s'aider mutuellement et, je dirais, partager des valeurs managériales communes. Alors, la démarche participative, le prérequis essentiel, clairement, c'est que il y ait une complicité forte du binôme entre le cadre de santé et le chef de service. C'est clé. C'est sûr que si le chef de service ou la cadre de santé, je dirais, des velléités d'avoir un management directif, ça va pas fonctionner. Et donc, ce sera moins percutant et pertinent. Et donc, ils ont été jusqu'à, on l'a dit en préambule, l'objectif c'était d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants et la qualité des soins. Et ils ont démontré par des études qu'il y avait une corrélation significative entre cette démarche participative et la qualité de vie au travail des soignants et la qualité des soins. Et donc, il voit aussi que quel est l'élément clé déterminant pour avoir cet effet. C'est vraiment ces staffs pluriprofessionnels principalement qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants et la qualité des soins. Bien sûr, ça rétablit la confiance dans l'institution et ça répond à un besoin de reconnaissance de l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient. Alors, on va changer de modèle. Maintenant, en matière d'autonomie, je dirais, nos maîtres à tous, c'est clairement le modèle Buurtzorg, fondé par Jos de Blok aux Pays-Bas, dans les soins infirmiers à domicile. Il a véritablement révolutionné les soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Donc, le cas Buurtzorg est largement développé par Frédéric Laloux dans son livre. Et donc, c'est un modèle qui tient sur deux piliers essentiels. Redonner de l'autonomie. L'objectif, c'est de redonner de l'autonomie au patient. Et c'est au centre le patient est au centre de la prise en charge et de lui apporter aussi une prise en charge globale, pas uniquement infirmier. Voilà. C'est vraiment de lui apporter une prise en charge holistique et de lui redonner toute l'autonomie qu'il peut récupérer. Et ça va loin parce que finalement, la logique de la philosophie de chaque équipe, de chaque auxiliaire, de chaque infirmier qui voit un patient, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous puissiez vous passer de nous. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour vous pour multiplier les actes et faire que ma structure gagne plus d'argent. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous puissiez vous passer de nous. Voilà, comment je peux vous aider à regagner de l'autonomie. Et l'autre pilier essentiel de Buurtzorg, c'est les équipes autonomes et responsables, dont on va parler après. Et dans ce système, maintenant, on a un peu de recul, comme Frédéric Laloux l'évoque dans son livre, toutes les parties prenantes y gagnent. Les trois quarts des patients, finalement, préfèrent Buurtzorg quand ils ont pu tester les deux. Les infirmiers, il faut savoir que Buurtzorg, maintenant, ça regroupe les 2/3 des infirmiers hollandais. Donc, clairement, ils ont voté avec leurs pieds. Et on observe qu'il y a 60% d'arrêt de travail en moins et 33% de turnover en moins.
Donc, c'est vraiment très performant. Et en termes de troisième partie prenante non négligeable, ce sont les deniers publics, la sécurité sociale. Et il y a vraiment, dans la mesure où il y a un moindre recours aux urgences, et quand les patients sont hospitalisés, ils sont hospitalisés sur une durée plus courte, eh bien, il y a une économie potentielle pour la sécurité sociale en Hollande qui a été chiffrée à 2 milliards d'euros. Si tout le pays fonctionnait de cette façon. Et en France, l'économie potentielle, si ce système était mis en place en France, ce serait 8 milliards d'euros. Donc, c'est rien, loin d'être anodin. Alors, en France, quelles sont les structures, justement, qui mettent en place ce type de modèle? Il y en a plusieurs avec des statuts différents. Il y a une association loi 1901 et il y a une start-up et il y a aussi Adapt Service qui est plus sur le modèle franchise. Et donc, je vais juste développer un peu le modèle d'Alenvie et d'Adapt Service à Rouen, qui sont deux modèles différents parce que Alenvie, c'est une start-up et donc ils ont, je dirais, construit from scratch leur structure. Et Adapt Service, c'est plus la transformation d'une organisation existante et c'est intéressant à regarder aussi. Alors, Alenvie, c'est quoi? C'est une start-up qui est née en 2016, qui a été montée par 3 jeunes qui ont fait un double constat au détour de la prise en charge de l'une de leurs grand-mères. Comme quoi, ils ont trouvé que c'était très difficile de trouver une auxiliaire de vie. Ils ont constaté que c'est très difficile de trouver une auxiliaire de vie de qualité, fidèle et formée. Et puis, ils ont aussi vu que le métier était extrêmement difficile, qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup d'absentéisme et donc un temps partiel, majorité de temps partiel subi du fait d'une organisation plutôt tayloriste du travail. Et donc, ils ont monté Alenvie et leur objectif, c'est vraiment d'humaniser l'accompagnement à domicile autour de l'auxiliaire d'envie. Donc, on joue sur les mots, mais c'est pas, c'est vraiment volontaire et délibéré, et qu'ils qualifient. Leur objectif, c'est d'en faire des professionnels de l'empathie. C'est pas juste une aide ménagère ou quelqu'un qui apporte des repas, c'est vraiment d'en faire des professionnels de l'empathie. Et donc, à ce temps partiel subi dans la profession en général, ils proposent des CDI avec une rémunération supérieure au SMIC. Ils ont mis en place des équipes autonomes et ils constatent de ce fait-là qu'il y a un absentéisme qui a été réduit à 4%. Et puis, ils proposent des formations continues sur le savoir-être et les troubles cognitifs. Et en 2019, ils ont créé le collectif L'Humain d'abord, avec d'autres structures qui sont aussi dans cette phase de transformation. Et le collectif, ils se sont associés à 5 autres structures. Et aujourd'hui, ce collectif a pour mission, a pour raison d'être, de transformer, d'aider d'autres structures qui le souhaiteraient à transformer leur organisation dans ce format d'équipe autonome. Et aujourd'hui, ils accompagnent 20 équipes. Donc c'est un collectif qui grossit et qui a une belle, je dirais, dont la raison d'être dépasse la simple, la simple structure Alenvie en tant que telle. Et puis donc en 2020, aujourd'hui, Alenvie, c'est 55 salariés. Ils sont présents surtout en Île-de-France et aussi un petit peu dans la région lyonnaise. Alors donc, comment fonctionnent ces équipes autonomes d'auxiliaires d'envie? Elles ont des responsabilités élargies sur l'ensemble des aspects de leur activité, que ce soit le soin aux bénéficiaires, l'activité de prospection pour de nouveaux bénéficiaires, recrutement. Elles recrutent elles-mêmes, elles choisissent elles-mêmes leur pair. Donc ensuite, processus d'intégration aussi, suivi de la qualité, gestion des plannings, réunions, absences. Bref, chaque équipe définit ses règles de fonctionnement dans le respect de la charte d'envie. Et ça, c'est un cadre très, très important. Cette charte d'envie, chaque salarié la signe. Ça fait partie du contrat de travail, quelque part. Il la signe en rentrant dans la structure. Elles se réunissent tous les 15 jours. Avec la présence d'un coach si besoin. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de manager. Elles sont autonomes pour décider. Simplement, on sait que forcément, il peut y avoir des décisions difficiles à prendre et la présence d'un coach peut les aider à discerner justement la bonne décision à prendre. Ils utilisent bien sûr des outils digitaux modernes pour faciliter la coopération et l'échange d'informations en temps réel, et pas seulement entre elles, mais aussi entre la direction et elles. Donc, il y a un vrai partage d'informations en temps réel. Et Alenvie a mis en place une gouvernance partagée
où donc il y a une auxiliaire par équipe qui participe à la gouvernance d'Allen Vie et donc aux décisions stratégiques. Alors maintenant, la structure d'Adapt Service, c'est intéressant à regarder parce que c'est l'histoire d'une transformation d'une organisation existante, donc voilà, de 80 auxiliaires de vie et 3 coordinateurs. Antoine Blondel donc reprend cette structure en 2014. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que lui, Antoine Blondel, il a un autre métier encore aujourd'hui, il est agriculteur. Et donc, quand il reprend cette structure d'auxiliaire de vie, il est frappé par l'absentéisme et le turnover de cette population. Et se dit, il y a un problème. Moi, dans mon métier d'agriculteur, mes ouvriers agricoles sont présents. C'est des métiers difficiles aussi, et pourtant, je n'ai pas ce problème d'absentéisme. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de la structure en tant que telle. Et il faut absolument qu'on résolve ça. Donc, il lance une vaste consultation interne. Et là, il est confronté je dirais, à ces contradictions parce que la population, enfin les auxiliaires demandent de la confiance et elles ne comprennent pas pourquoi il faudrait embaucher une coordinatrice supplémentaire si, par ailleurs, le discours, c'est les marges sont faibles. Il se pose bien sûr la question de qui crée la richesse de l'entreprise et clairement, la réponse, ce sont les auxiliaires de vie. Donc, de cette consultation, il y a un certain nombre de propositions qui émergent et il y a 6 ateliers de travail qui sont lancés autour des équipes autonomes, pourquoi on capitaliserait pas sur vos savoirs, sur participation des auxiliaires au recrutement de leurs pairs et l'organisation d'équipes plus régulières. Et donc, il faut voir que c'est un processus de transformation qui a quand même duré 2 ans et qui n'est jamais fini, on le sait. Et c'est un processus de transformation, y compris personnel. C'est-à-dire que lui et son équipe de direction, clairement, ça les a fait bouger et ça a nécessité un travail sur soi important. Et aujourd'hui, Antoine Blondel, il reste le capitaine, voilà, il a pris l'image du bateau. Donc, il reste le capitaine, simplement, il ne dirige plus seul. Et il a demandé à 7 personnes du siège de le rejoindre sur la passerelle d'encadrement. Et il a proposé à tous les salariés de monter sur le pont. Et donc, il a mis en place une organisation horizontale avec le client au centre. Où donc chacun prend soin des personnes qui sont dans le cercle précédent, prend soin et est au service d'eux. Voilà, l'auxiliaire de vie, bien sûr, est au service du bénéficiaire. Et ensuite, les coordinateurs sont au service de l'auxiliaire de vie et sont pas là pour, produire des procédures inutiles et compliquer la vie des auxiliaires, mais elles sont là, au contraire, pour les aider et faciliter les choses. Les cadres, enfin ainsi de suite, jusqu'au dirigeant, bien sûr, qui est là pour faciliter et servir les cadres de sa structure. Il a, dans le même temps, supprimé l'ensemble des procédures. Il y en avait une dizaine. Il s'est aperçu qu'elles ne concernaient jamais que 5% du personnel. Et il a été très agréablement surpris de voir qu'il n'y avait aucun dommage collatéraux à la suppression de ces procédures. Et donc, en 2017, il a, équipe par équipe, modifié le fonctionnement de ces équipes. Et à la fin de l'année 2017, les 8 équipes sont passées en format, en organisation autonome. Elles ont aussi bénéficié d'une formation à la communication non violente. Il y a 3 prérequis parce qu'il ne s'agit pas pour autant de faire n'importe quoi. Premier prérequis, c'est de respecter les attentes des bénéficiaires et d'être à l'écoute des bénéficiaires. Le bénéficiaire n'est pas juste un produit qui va nous permettre de gagner de l'argent. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter le bénéficiaire et de s'adapter à sa demande. Respecter la loi, voilà, parce qu'il y a quand même, on a des lois, le droit du travail en France qui sont utiles à connaître, surtout quand on est responsable de recruter et puis peut-être aussi, bien sûr, de se séparer de collègues qui finalement ne travailleraient pas dans la même philosophie. C'est important de connaître le cadre législatif. Et troisième aspect, respecter l'équilibre économique de l'entreprise. Et pour ça, il leur envoie tous les mois. Chaque équipe reçoit un compte de résultats avec le chiffre d'affaires généré
et les charges variables et de structure. Et donc, chaque équipe a parfaitement en tête le taux de facturation qui, chez Adapt Service, doit être supérieur à 90% pour être dans le vert. Voilà. Et être, je dirais, pérenne économiquement, quoi. Et donc, au final, il a observé une baisse aussi de l'absentéisme très important, puisqu'en 3 ans, il y a une chute de 30%. Et il y a une vraie relation de confiance et de qualité qui s'établit entre l'auxiliaire et le bénéficiaire, là où les bénéficiaires avaient en général, jusque-là, dans je dirais des fonctionnements plus tayloristes, vous pouvez avoir 3, 4, 5 interlocuteurs différents. Là, il y a 2 personnes, les têtes sont connues et il y a la possibilité justement de vraiment mieux répondre et d'avoir une relation, de créer une relation de confiance et de qualité avec le bénéficiaire. Et la raison d'être, donc, qui a été co-construite avec l'ensemble de l'équipe, c'est voilà, nous sommes l'un et l'autre, auxiliaires et bénéficiaires, responsables et autonomes, bienveillants et exigeants, à l'écoute et dans le respect pour le bonheur à vivre. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que, on le sait, le revers de l'autonomie, c'est la responsabilité. La bienveillance n'exclut pas l'exigence et tout ça voilà, dans un climat d'écoute et de respect pour ce que chacun a à vivre au quotidien. Alors, autre initiative et rencontre intéressante et passionnante, c'est celle de Bruno Della Porta, qui est néphrologue et très impliqué dans l'éthique, dans les comités d'éthique en Île-de-France, et qui utilise la philosophie au service du management. Parce que je dirais que ce qui résume un peu sa démarche, c'est que en soignant l'équipe, le patient est mieux soigné. Alors, néphrologue, c'est quoi? C'est un médecin qui s'occupe des patients qui ont des problèmes aux reins. Et donc, il travaille dans un centre où les patients donc soit sont dialysés, sont suivis pour leurs reins, soit ont suivi une greffe de rein, soit même peuvent être aussi en fin de vie. Et donc, il y a vraiment des questions éthiques qui se posent. Et donc, il a mis en place depuis 6 ans des réunions de philosophie appliquée, d'abord tous les mois et puis ensuite à la demande. Et là encore, il réunit l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des protagonistes de la prise en charge des patients. Donc, c'est par rapport à une situation critique donnée. Ça s'applique pas à tous les patients, mais voilà, quand il y a vraiment un besoin de déchiffrer une situation complexe, il organise ces réunions. Et donc, avec ce groupe qui sont tous concernés par le cas dont ils vont parler, il crée un espace de parole démocratique avec des règles aussi très précises de prise de parole, à savoir que chacun a le droit à la parole. Et bien sûr, il faut la demander, il ne s'agit pas de couper la parole des autres, il y a une notion de respect de la parole de l'autre. Là encore, il insiste pour que les médecins ne puissent pas s'exprimer plus souvent que les autres. Chacun a droit à la parole, quel qu'il soit, parce que chacun a quelque chose à dire sur le patient et la situation. Et donc, dans un premier temps, la situation est décrite par l'aide-soignante, un peu comme pour la démarche participative de Colomba, d'abord par l'aide-soignante, puis l'infirmière, et enfin, le médecin présente les éléments médicaux, et chacun exprime son ressenti. Et donc, Bruno, il discerne après que chacun se soit exprimé, il discerne les enjeux philosophiques et il pose un certain nombre de questions pour que chacun puisse cheminer sur cette situation. Et par exemple, c'est quoi l'autonomie d'une personne si fragile? Est-ce que si on arrête les soins, c'est un homicide? Et de ce fait, il y a des idées nouvelles émergent et des idées auxquelles le médecin n'aurait pas forcément pensé parce qu'il n'a pas le même regard et la même présence auprès du patient. Et donc, ça aide le médecin je dirais, avoir tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et donc, ça a une vertu très importante de favoriser l'adhésion de l'équipe avec une meilleure appropriation de la décision. Et ça renforce considérablement l'estime de soi et la reconnaissance des aides-soignantes et des infirmières qui ont l'impression de participer à un projet plus grand qu'elles, quoi. Voilà.
Voilà, donc voilà pour les exemples qu'on voulait, je dirais, mettre en exergue ce matin. Dans mon livre, vous trouverez plein d'autres exemples que voilà, on n'a pas le temps de développer ici. Et donc, je vous invite bien sûr à l'acheter pour, si vous souhaitez en savoir plus. Et je suis à votre disposition aussi pour, bien sûr, discuter, échanger et répondre aux questions dès maintenant. Merci Lidvine pour ce tour d'horizon en 4e vitesse. Euh, donc alors, tu as déjà 2 questions en fait. Le modèle du CHU de Tours est devenu un cadre obligatoire du type bonne pratique. Du coup, quelle appropriation par les équipes dans d'autres établissements? Ben, donc aujourd'hui, c'est obligatoire dans les services de soins palliatifs. Donc voilà, je dirais que depuis 2004, tout le monde se l'est approprié. Et c'est vrai que quand on parle de cette démarche et qu'on dit oui, c'est un ensemble de soins palliatifs, on dit ah bah oui, d'accord, mais c'est différent, voilà, parce qu'il y a un collectif. Et aujourd'hui, comment Philippe Colomba essaye de faire, c'est de mettre en place ce modèle dans les services pour la prise en charge de tous les patients chroniques. Parce que cette méthode, elle s'adapte finalement très très bien je dirais, à la prise en charge de tous les patients qui ont des pathologies chroniques. Et ça, bah, c'est lent, c'est très lent à se mettre en place, mais voilà, il en fait une publicité, une promotion importante et c'est pas encore du tout la norme dans d'autres services hospitaliers. Hmm. Et le nom du CHU de Tours, c'est? Ah, il doit avoir un petit nom, mais je le connais pas, D'accord. mais enfin, il y en a qu'un. Donc, Autre question, le milieu hospitalier est très pyramidal. Comment est-ce qu'ils ont réussi à convaincre les chefs de service de parler en dernier? alors, c'est pas les chefs de service, oui, les médecins, de parler en dernier. Les médecins Bah, parlent ça, en dernier, ouais. ouais, c'est ça, c'est les médecins qui parlent en dernier. Et bah, c'est la règle, voilà, c'est tout. C'est le mode de fonctionnement. À partir du moment où, je dirais, le binôme de, entre cadre de santé et chef de service sont d'accord pour mettre en place cette démarche, pour que chacun puisse s'exprimer et puis capitaliser sur la connaissance des infirmiers et des aides-soignantes, qui est différente et complémentaire de celle des médecins, eh ben, il faut vraiment respecter cet ordre, quoi. Cet ordre. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, je vous propose, de toute façon, donc vous avez compris, dans un deuxième temps, on va avoir un temps d'échange en petits groupes autour de la question. Alors peut-être Ludivine, tu peux mettre sur le slide d'après. Ouais. Comme ça, j'explique ces temps d'échange. Et si vous avez une question avant qu'on parte, c'est que voudrais-je garder du confinement en termes d'autonomie et de collectif? Donc, c'est en lien aussi avec ce qu'on a vu sur effectivement le développement de l'autonomie et comment on fait bouger le collectif. Les intentions de ces espaces d'échange, moi je suis convaincu, comme je vous le disais en intro, par rapport à ce que dit Pablo Servigne, il faut qu'on se débrouille pour être, si tu peux passer au point suivant, Lidvin, il faut qu'on se débrouille pour être capable de plus co-construire, échanger entre nous. Les principes de ces échanges, on utilisera en fait le conversation café. Enfin, le protocole, en fait, il est dérivé du conversation café, de protocoles dont Lidvin a parlé, qui sont utilisés en hôpital. L'idée, c'est de parler avec son cœur en mode jeu et d'être dans la brièveté, honnêteté et profondeur. De suspendre le jugement parce qu'effectivement, on va rencontrer d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Donc voilà, c'est pas de couper en disant ah mais comment tu peux dire quelque chose comme ça, d'être dans la curiosité, dans la découverte. L'idée de cet échange, en fait, on va partir sur 3 tours de parole, de conversation café, on peut faire 3, 4, enfin voilà, c'est différent. Là, ce qu'on vous propose, c'est un premier tour avec 5 minutes, avec un bâton de parole, 1 minute chacun, ce que la question évoque pour nous, cette question que voudrais-je garder du confinement en termes d'autonomie et de collectif. Et donc là, chacun parle à tour de rôle, il n'y a pas de réponse ni de réaction. Il y a un deuxième tour qui là sera justement en réaction à ce qui vient d'être dit. Finalement, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Et puis sans doute en réaction aussi à ce que vous avez entendu comme témoignage, comme retour d'expérience des initiatives qui se sont faites dans la santé, peut-être qui font écho à des initiatives que vous connaissez dans vos organisations. Donc libre échange, réaction, réponse. Et puis un dernier tour de 5 minutes avec quoi je repars de nos échanges, 1 minute chacun. Donc là, vous avez été en fait préaffecté en fait sur des groupes avec donc des personnes qui ont contribué justement à l'organisation des apéros libérateurs depuis des années, qui vont jouer le rôle d'animateurs.
Hein, donc vous avez Sophie, Chloé, Yves, Nathalie. Également, on a Karine qui est une amie facilitatrice avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui sera animatrice dans une salle. Et puis Lidvine, voilà. Et on se retrouve en grand groupe pour débriefer de tout ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite un très bon moment ensemble. Vous allez être redirigés en fait dans vos salles de discussion avec vos animateurs. Et voilà. À très vite. Sondage. Donc, comment vous avez vécu cet espace d'échange, cette petite sphère d'échange qui a été créée. Hein. Donc, je vous invite à y répondre voilà, rapidement sur ce sondage et peut-être partager quelques retours. Il y en a qui veulent s'exprimer à l'oral, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Il est où le sondage, Arnaud? Oui. Le sondage. Ah oui, pardon. Ah, excusez-moi. Ok. Je l'avais à l'écran, mais j'avais eu le bouton aussi lancer le sondage. Ah, ok. Question 1, quelque chose qui m'a fait du bien dans le fait de faire ces échanges. Donc, vous commencez à répondre Q1 et puis la chose qui vous a fait du bien. Mais vous ne tapez pas sur Entrée dans Conversation. La question 2, quelque chose que j'ai appris. Question 3, c'est le sujet que j'aimerais voir abordé la prochaine fois. D'accord. Quelqu'un veut partager des éléments sur ce qui s'est dit, avec quoi il repart? Moi, je veux bien. Déjà, il y a ce désir très très fort maintenant de retrouver quand même du collectif, c'est-à-dire que c'est bien tout ce travail en digital, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de retourner à la richesse des rencontres. Mais malgré tout, on est frappé aussi de voir en fait tout ce que l'on a su faire pendant cette période-là, toutes les belles actions de générosité, etc., qui ont émergé un petit peu partout, notre capacité à changer aussi nos habitudes, donc capacité de changement très 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 important. Ça, c'est pour le 1. Sur le 2, qu'est-ce qui a fait écho? Il faut donc il est important enfin la confirmation qu'il faut forcément un porteur finalement pour porter ces sujets, pour catalyser l'entreprise. Deuxième observation, que le simple fait de travailler sur les conditions de travail améliore finalement notre bien-être et le travail d'une façon générale. Et puis l'importance aussi des règles de vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le 4e point, c'était le facteur temps. C'est que malgré tout, toutes ces démarches sont longues et il faut le prendre en compte. Un dernier point, c'est ce qui nous avait marqué aussi, c'est l'importance d'indiquer les prérequis derrière l'autonomie. On lâche pas l'autonomie comme ça. Il y a des prérequis qui sont importants, qui étaient bien posés en tous les cas dans l'exemple qui nous a été donné au CHU de Tours sur le respect du bénéficiaire, de la législation, de l'équilibre aussi économique. Voilà. Sur le dernier point, on repart en fait avec en se disant que finalement on a tissé on a tissé la confiance là pendant tout ce temps de confinement. On a démontré que c'était possible de travailler en pleine autonomie et donc on repart avec le souhait en tous les cas que ça perdure dans l'entreprise et que ce soit aussi l'occasion pour les entreprises aujourd'hui de mettre en place des nouvelles démarches libératrices pour les entreprises. Voilà. Merci. Un autre, on avait parlé aussi de vulnérabilité. Hein. Comme chacun s'était retrouvé en situation de vulnérabilité, du coup, ça ouvrait les possibles.
Alors moi, je veux bien partager avec ce qu'on s'est dit avec mon groupe. Alors moi déjà, je voulais les remercier parce que j'ai retrouvé l'énergie des apéros libérateurs, le fait de pouvoir échanger sur ce qu'on pouvait vivre. On a abordé, c'était plutôt extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on a vu que ça permettait de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la proximité. Aux gens qui sont autour de nous, ça redéfinit un petit peu le modèle de société en mettant en visibilité les gens qui sont, euh, qui sont essentiels à la société qu'on avait tendance à oublier. Que ça a permis aussi cette crise de faciliter les changements. On voyait que les modèles de télétravail, c'était pas acquis dans toutes les sociétés, et on voit qu'en fait, là, tout d'un coup, tout est possible. Donc, ce qui n'était pas, enfin moi, ce qui me donne une grande force, c'est que ce qui n'était pas forcément faisable hier, parce qu'on nous opposait, ça s'est jamais fait, la confiance, etc. Là, ça peut se faire. Et en tout cas, ces arguments ne seront plus forcément entendables. Il y avait aussi ce qui a été abordé, c'est dans le collectif, et dans l'autonomie, c'est à la fois une grande facilité de joindre les uns et les autres avec les vidéoconférences, pouvoir se nourrir de conférences ailleurs, que ce soit en faisant venir des webconférenciers des États-Unis alors que c'était pas faisable. En fait, ça a éclaté les barrières logistiques, et puis se rendre compte aussi que c'est la proximité de l'organisation qui fait qu'on est résilient. Voilà, c'est les petits indépendants, c'est pas forcément les supermarchés, enfin voilà, qui peuvent nous aider, et du coup, c'est comment est-ce qu'on est en collectif à la fois proche de chez nous et en même temps un peu plus loin. Rapidement, comme il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, dans mon groupe, on était 4. Alors, ce que j'ai retenu, qui m'a marqué dans le tour de table, c'est ce que les gens retiennent principalement en fait du confinement. Donc, il y avait la prise de recul, le respect et la solidarité. Donc, notamment le respect des règles, la distanciation sociale, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être étonnant. Dans la partie un petit peu plus sur le collectif, qu'est-ce que les gens gardent du confinement, il y a une expression que j'ai retenue, des rapports plus intimes. En fait, il y a l'impression que on s'est rapproché peut-être des gens, on s'est rapproché de certaines personnes. Il y a plus d'entraide, des liens plus proches. Les frontières avec la vie personnelle sont plus poreuses. Par contre, il y a aussi il peut y avoir aussi le sentiment de perte d'appartenance à un groupe. Donc, on ne peut pas dire que le collectif se renforce forcément dans ces conditions. Et sur la partie purement autonomie, en fait, sur l'autonomie, le confinement, dans mon groupe en tout cas, ça n'a pas prouvé grand-chose parce que les gens étaient déjà très autonomes, et l'autonomie, ça dépend aussi beaucoup du manager. Et là, il y a quand même, il y a la crainte que finalement les managers, ils changeront pas du jour au lendemain, et ils ne vont pas se mettre à déléguer beaucoup plus ou à être plus ou à faire plus confiance. En tout cas, c'est une crainte. Mais en conclusion, ce qu'on s'est dit, c'est que demain, l'enjeu, ça va être vraiment de trouver le bon équilibre entre les différents modes de travail, entre le mode de travail qu'on a expérimenté à grande échelle, le télétravail, et le travail au bureau. Voilà, il y a tout à faire, quoi. Voilà pour nous. C'est le mot de la fin. Un dernier mot, peut-être, chacun, que vous voulez partager avec vos micros. Moi, j'aimerais bien vous inviter à qu'on puisse se poser la question ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire que de retourner au travail? Est-ce qu'on pourrait pas profiter de cette opportunité pour penser autrement? Juste le travail, c'est le labeur, c'est ce qui est douloureux. Et pourquoi on n'oserait pas se poser la question de faire de notre activité collective ou individuelle une œuvre
c'est ce que font du reste les compagnons depuis longtemps. C'est ce que nous propose la pensée d'Hannah Arendt. Et je vous invite à aller y faire un tour. Merci beaucoup, en tout cas. Belle journée à vous tous. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.